Et bienvenue, mesdames et messieurs, vous nous rejoignez pour votre édition du 15 heures, dont tels sont les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Dileta, prend part à la 4e édition du Forum économique parlementaire au Marrakech. Entre l'Iran et les États-Unis, le Pakistan tente de relancer les négociations alors que les discussions entre Washington et Téhéran restent suspendues. Le Pakistan multiplie les démarches diplomatiques pour favoriser une reprise des dialogues. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition de la journée. Diplomatie parlementaire djiboutienne illustrant ainsi au Marrakech à l'invitation à la Chambre des conseils du Royaume du Maroc et de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Une délégation de l'Assemblée nationale de Djibouti prend part à la 4e édition du Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, qui s'est tenu du 19 au 20 juin 2026 à Marrakech. Conduit par Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, la délégation djiboutienne participe aux échanges de cette rencontre internationale placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, édition qui marque ainsi une étape importante avec, pour la première fois, un partenariat stratégique avec le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les discussions portent notamment sur l'évolution des mécanismes du commerce international, des nouvelles formes de coopération régionale, le rôle ainsi que le rôle des initiatives inclusives dans la zone de libre-échange continentale africaine. La cérémonie, lors de cette cérémonie d'ouverture marquée par des interventions du président de la Chambre, du conseiller du Maroc et du président de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée, ainsi que le président de l'Assemblée nationale djiboutienne. Dileta Mohamed Dileta a présenté la vision de Djibouti face aux mutations économiques mondiales, mettant en avant les grandes transformations engagées par le pays sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Ismaël Marguerite. Il a notamment souligné les avancées réalisées en infrastructure, les corridors de transport ainsi que les secteurs de télécommunications, des services de l'économie numérique. À la tribune du Forum économique parlementaire de Marrakech, le président de l'Assemblée nationale a exposé les ambitions de Djibouti en matière d'intégration économique, d'infrastructure et de coopération régionale. On l'écoute. Cet événement de haut niveau représente une occasion privilégiée, un moment d'interaction des valeurs axées sur les problématiques économiques, environnementales, caractéristiques aux régions de la PM. Le développement économique ne peut être durable sans stabilité et sans coopération régionale. Les défis auxquels nous faisons face ne connaissent pas de frontières. Ils exigent des réponses concrètes, concertées, fondées sur le dialogue, la solidarité et la confiance mutuelle. C'est précisément dans cet esprit que l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée joue un rôle essentiel en favorisant les échanges entre parlementaires, décideurs politiques, investisseurs et représentants de la société civile. Elle contribue à rapprocher nos visions et à bâtir des partenariats porteurs d'espoir. Mesdames et messieurs, à une époque où les économies du monde sont plus interdépendantes que jamais, il est essentiel de renforcer les partenariats régionaux afin de relever ensemble les défis liés à la croissance économique, à l'emploi des jeunes, à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique et à la résilience face aux crises mondiales. Pour ma part, la République de Djibouti occupe une place singulière. Située à l'entrée de la mer Rouge, au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, notre pays occupe une position géostratégique exceptionnelle, lui permettant de devenir un acteur incontournable aux échanges commerciaux internationaux et un hub logistique du premier plan dans la Corne de l'Afrique. Sous le leadership éclairé de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République de Djibouti, Djibouti a engagé d'importants investissements dans les infrastructures portières, ferroviaires, routières et numériques afin de soutenir la croissance économique régionale. Les ports modernes, les zones franches, le corridor des transports et le réseau de télécommunications constituent aujourd'hui
des outils essentiels au service de l'intégration économique de notre région. Notre vision dépasse cependant la seule dimension logistique. Djibouti aspire à devenir un centre régional de services, d'innovation et d'économie numérique. Nous accordons une attention particulière au développement du capital humain, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'autonomisation des jeunes et des femmes convaincus que la véritable richesse d'une nation réside dans la compétence de sa population. Mesdames et messieurs, il est important de souligner aussi que notre pays entend saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle afin de renforcer son développement économique, sa compétitivité et la qualité des services publics. La résilience économique et une coopération régionale au cœur du Sahel autour d'une table ronde. Et toujours dans le cadre des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, le BID à Bakouf, les échanges se sont poursuivis autour des défis économiques, humanitaires et sécuritaires auxquels font face le Sahel et la Corne de l'Afrique. Invité par le gouverneur du BID pour Djibouti et l'Ouganda, Ilyes Moussa Douali, ministre de l'économie et des finances, a participé au Sahel table ronde en tant qu'intervenant. Lors de cette session, le ministre a présenté les grandes orientations et les stratégies nationales visant à renforcer la résilience économique et sociale de la région. Il a notamment mis en avant l'importance des réformes structurelles et de l'investissement public dans les secteurs productifs et sociaux, ainsi que les recours à des mécanismes financiers innovants, ainsi partant également sur les partenariats publics-privés afin de mobiliser davantage de ressources. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'aborder les défis humanitaires dans la Corne de l'Afrique à travers des approches régionales et non limitées aux réponses nationales, compte tenu de l'interdépendance des enjeux liés aux crises et au déplacement des populations et au changement climatique aussi. Le ministre a également somalien des Finances a présenté les priorités budgétaires de son pays, les besoins de financement liés à la reconstruction et à relancer l'économie du pays tout en appelant à un renforcement du soutien international pour faire face aux effets des crises climatiques et sécuritaires. Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a pour sa part souligné l'opportunité d'une coopération dans la région, notamment dans les domaines d'infrastructures, de l'énergie, des transports et de la connectivité, en mettant en avant les rôles de partenariat public-privé, du partage d'expertise également. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a rappelé l'importance de la réponse régionale et coordonnée face aux défis communs, notamment la résilience climatique et la sécurité alimentaire. Réunis toujours à Bakouf dans le cadre de l'assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement, les gouverneurs représentant 51 pays membres ont examiné les principaux défis économiques et climatiques et sociaux auxquels font face les pays membres. La session, coprésidée par Mikhail Djabarov, ministre de l'économie d'Azerbaïdjan, ainsi que Mohamed Al-Jazer, président du groupe de la BID, a été marquée par plusieurs décisions importantes. Les gouverneurs ont notamment renouvelé leur confiance au président du BID en approuvant sa réélection pour un nouveau mandat de 5 ans. Les discussions ont également porté sur les réponses à apporter aux effets du changement climatique et aux crises régionales, avec un appel à renforcer la solidarité et la coopération entre les pays membres. Autre annonce majeure, le lancement du fonds consensuel du BID destiné à soutenir les 25 pays membres les moins avancés de l'institution ainsi que les pays confrontés à des situations de fragilité. Prenant la parole lors de cette réunion, le ministre djiboutien de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douali, a félicité le président du BID pour sa reconduction, saluant la création de ce nouveau mécanisme de financement de soutien aux pays moins avancés ou fragiles. Discrimination et ségrégation pendant la colonisation. Derrière l'organisation actuelle de Djibouti, ville se cache ainsi une histoire marquée par les séparations et les inégalités pendant la période coloniale. L'espace urbain a été pensé selon les intérêts de l'administration française, instaurant ainsi une véritable division entre la population. C'est le grand format de cette édition. Merci de suivre.
C'est avec une délégation de chefs coutumiers conduite par Léonce Lagarde qui signait le 11 mars 1862 un traité cédant à la France les ports Rad et Mouyage d'Obok, avec la plaine qui s'étend depuis Ras Ali au sud jusqu'à Ras Doumera au nord. La nouvelle colonie française prend alors les noms des protectorats d'Obok et Dépendance. Pour la puissance coloniale, l'importance stratégique de cette nouvelle colonie sur la route des possessions impériales françaises d'Extrême-Orient, du Pacifique et de Madagascar via les canals de Suez est évidente. Donc, Obok a été la capitale de cette colonie d'Obok et Dépendance jusqu'en 1892. Elle fut pendant une trentaine d'années un dépôt de charbon pour les navires français allant ou revenant des colonies françaises d'Asie et de Madagascar. Les Français bâtissent quelques embryons d'infrastructures indispensables à leurs intérêts. La résidence du gouverneur à la garde pour loger les hôtes européens de passage, une mission catholique pour tenter d'évangéliser les populations locales, une jetée pour les navires qui mouillaient au large, quelques constructions en pierre madréponique réalisées par des commerçants originaires du Yémen ou des Aïlats, quelques entrepôts également. Mais malgré une croissance rapide de la cité d'Obok qui voyait affluer les populations du Yémen, d'Éthiopie, d'Érythrée et de la Somalie, les autorités coloniales françaises décident de transférer la capitale de leur colonie en 1892 vers les sites de Djibouti. Pour justifier ce choix, l'administration coloniale française avance plusieurs arguments. La recherche d'un port en eau profonde capable d'accueillir des navires à fort tonnage, la recherche d'une route facile d'accès et conduisant vers les hauts plateaux éthiopiens. La route Djibouti-Éthiopie est plus facile avec un relief beaucoup moins accidenté que la route Obok-Éthiopie plus difficile. La recherche de sources d'eau capables d'accueillir une population croissante. L'oued d'Ambouli, à proximité immédiate du plateau de Djibouti et du Serpent, permet à la fois d'offrir l'eau nécessaire mais aussi un espace pour développer une agriculture maraîchère afin de répondre aux besoins de la population citadine. De lors, l'ancienne capitale de la colonie, Obok, s'enfonce dans une longue léthargie après avoir été désertée par une grande partie de ces populations qui vont accompagner les transferts des autorités coloniales vers Djibouti-ville en pleine expansion. Aujourd'hui encore, la présence des bâtiments coloniaux tels que les anciens forts et les structures administratives est un rappel constant de l'ère coloniale. Ces édifices, souvent en mauvais état, symbolisent l'occupation et l'administration française. Ils tombent tous en ruine sous les regards passifs des autorités coloniales qui n'entretiennent que la résidence des Léonce Lagarde, mais aussi les cimetières marins dont les tombes sont régulièrement repeintes en blanc et le drapeau français toujours changé. Au milieu de ces spectacles de désolation et de désertion coloniale s'élève la tour Soleillée, érigée par un commerçant français qui était destiné à servir de tour d'observation et des fortins d'abri en cas d'attaque hostile. Monument que les Obokois ne comprennent plus et confondent avec un phare. D'autre part, l'embryon d'un camp pénitentiaire, un bagne pénitentiaire des travaux forcés, a été installé tout au long du XXe siècle pour y incarcérer le bagnard originaire des différentes colonies françaises et de la métropole. Mais ce projet fut abandonné une dizaine d'années après au profit du bagne de Cayenne en Amazonie guyanaise. Des aventuriers comme Henri de Montfred vont trouver en ces lieux marginalisés des terrains idéaux pour y pratiquer la contrebande. Car l'ancienne capitale désormais enclavée est à l'abri des tracasseries incessantes des autorités coloniales. Ces ruines historiques sont appelées avec dédain par les Obokois Baïti Hayou, c'est-à-dire l'ancienne Obok ou l'Obok disparu. Obok est alors redevenu une petite bourgade résiliente, trop éloignée de la capitale et qui a vécu grâce à la pêche et de l'élevage traditionnel de son arrière-pays. En somme, les stigmates de la colonisation à Obok sont visibles dans tous les domaines. Ces impacts continuent d'influencer la ville et sa population, posant les défis pour le développement et la réconciliation avec le passé colonial. Il faudra attendre l'indépendance du pays pour que cette région soit mise sur pied d'égalité avec d'autres régions de la République de Djibouti et qu'elle commence enfin son long rattrapage en termes de développement et d'infrastructures. Et c'est le grand format de la rédaction commenté par Abdelrahman Mohamed Chibachi. Parlons à présent de la chaleur inquiétante à Djibouti, chaleur qui atteint des niveaux exceptionnels. Depuis le début de l'été, les températures ressenties dépassent régulièrement les 47 degrés et frôlent parfois les 50 degrés dans certaines zones de l'intérieur du pays. Une vague de chaleur intense s'est installée sur l'ensemble du territoire, accentuée par des fortes humidités et qui augmente considérablement le stress thermique. Même à l'ombre, les températures restent élevées et le mercure peine à redescendre, y compris durant la nuit. Selon les spécialistes, cette situation dépasse le cadre d'une simple variation météorologique. Elle s'inscrit dans un contexte global marqué par l'intensification des épisodes de chaleur extrême liés au changement climatique.
Située dans l'une des régions les plus vulnérables au réchauffement climatique, Djibouti fait face à des conditions de plus en plus difficiles avec des impacts directs sur la santé et le quotidien des populations. Les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes ainsi que les travailleurs exposés en extérieur figurent parmi les plus vulnérables face aux risques liés aux fortes chaleurs, notamment les coups de chaleur et qui peuvent représenter une urgence médicale. Face à cette situation, les autorités sanitaires rappellent l'importance de ces gestes de prévention, éviter les expositions prolongées au soleil, boire régulièrement de l'eau, limiter les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée et rester attentif aux personnes les plus fragiles. Autre nouvelle du pays à l'approche du 27 juin, la ville blanche de Djibouti se prépare à célébrer avec ferveur le 49e anniversaire de l'indépendance nationale du pays. Les autorités locales ainsi que les habitants sont mobilisés pour offrir un cadre à la hauteur de cet événement historique. Sous la coordination du préfet de la région, Ahmed Abbas, les services déconcentrés de l'État, les chefs des quartiers ainsi que les acteurs locaux participent activement aux opérations de nettoyage et d'embellissement et d'aménagement de la ville. Ces préparatifs qui traduisent une volonté collective de valoriser l'image de Tadjoura et créer ainsi une atmosphère festive à l'occasion de cette grande célébration pour tout le pays. Saluant ainsi l'engagement des habitants, Ahmed Abbas a souligné que la mobilisation des Tadjouriennes et Tadjouriens témoigne d'un profond attachement aux valeurs patriotiques et d'une volonté commune de participer à la réussite de cet anniversaire national et qui concerne tout le monde. Restons à Tadjoura pour un engagement et professionnalisme au service de la population. À l'approche également du 49e anniversaire de la police nationale ainsi que les unités sur le terrain illustrent chaque jour les valeurs de cette institution, protection, proximité et engagement. À Tadjoura, le détachement de la police sous le commandement du capitaine Ilmi Hassan El-Tiré s'impose comme un modèle de professionnalisme au service de la République. Dans la région de Tadjoura, les femmes et hommes du détachement de la police accomplissent quotidiennement leur mission avec rigueur et sens du devoir. Au sein de l'antenne judiciaire, les officiers de la police judiciaire mènent des enquêtes avec méthode et impartialité. Chaque dossier traité, chaque audition réalisée et chaque intervention contribue à renforcer la confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire. Un travail discret mais essentiel qui participe à la consolidation de l'état du droit et au respect de la loi. Sur le terrain, la présence policière reste permanente. Les patrouilles assurent la surveillance des différents quartiers, tandis que les unités opérationnelles interviennent rapidement pour garantir la sécurité des habitants et maintenir l'ordre public. À Tadjoura, protéger la population signifie anticiper les risques et répondre aux efficacités des situations d'urgence. Chaque contrôle et chaque vérification contribuent à lutter contre les activités illégales, notamment le trafic de contrebande et des produits stupéfiants en provenance de l'étranger. C'est donc un combat quotidien qui participe directement à la protection de la jeunesse et de la sécurité nationale de Tadjoura. Pour plus d'éclairage à ce propos, je propose de suivre l'intervention du préfet de la région de Tadjoura. Nous faisons beaucoup de travail dans la région de Tadjoura relatif à la sécurité de la ferry, la sécurité routière, la gestion des frontières. Ils entament aussi d'autres activités relatives en termes de prévention de délinquance juvénile, à l'ordre d'aménagement territorial de Tadjoura. Ils interviennent dans toute irrégularité qui entrave non seulement la sécurité, mais aussi les textes en vigueur en République de Djibouti. Nous avons un contact permanent et l'échange est fructueux. Nous en sommes fiers de cette collaboration pour que la police puisse honorer de leur mission et de leur engagement qui est l'ordre public. Je vous souhaite et bonne continuation. Après Tadjoura, nous partons à l'ICB. Vaccination afin de lutter contre
La poliomyélite à Tibi. La protection de la santé des enfants reste une priorité dans la région d'Ali-Tibi. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite est actuellement menée pour protéger les enfants âgés de 0 à 59 mois. Lancée officiellement dimanche, cette campagne sanitaire se poursuit avec mobilisation et engagement dans la ville d'Ali-Tibi ainsi que dans les différentes régions de la localité. Le coup d'envoi a été donné par le deuxième préfet adjoint de la région en présence des responsables locaux et représentants du conseil régional et autres autorités. Cette opération qui vise à renforcer l'immunité des enfants contre la poliomyélite, une maladie virale pouvant entraîner des paralysies irréversibles. Les équipes médicales accompagnées d'agents communautaires sont déployées dans les quartiers et les zones rurales afin d'atteindre l'ensemble des enfants de la région. À l'approche de la fête nationale, le sport s'invite à la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance du pays. La Fédération djiboutienne de tennis de table a donné le coup d'envoi de la Coupe de Djibouti au stade Gouled. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport, ce tournoi réunit 32 équipes dans une ambiance placée sous le signe de la compétition et de la fraternité. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du président de la commune de Blaus, du président de la Fédération djiboutienne du tennis de table, dans une intervention à cette occasion, M. Mahamoud Amri, le président de la Fédération du tennis de table, a salué cet événement et remercié les institutions partenaires, notamment le secrétaire d'État chargé au sport, ainsi que le comité national olympique et sportif djiboutien pour leur accompagnement. Aussi, l'ensemble du staff technique de la fédération, les arbitres qui ont réussi donc le lancement de cette coupe. Saisie de 2,5 tonnes de quat de contrebande dans le cadre de la lutte contre la contrebande qui se poursuit sur tout le territoire national, indiqué une opération conjointe des services des douanes et des forces de défense a permis une importante saisie de quat destinés au marché clandestin. Dans le cadre des actions de contrôle et des luttes contre les trafics illicites, la brigade des douanes de Djikil, en collaboration avec le régiment armé de Djikil, a intercepté une importante quantité de quat à des fins illicites, transportés à dos d'hommes et des passeurs. La marchandise était destinée à être acheminée vers la capitale. Au total, 50 colis représentant un poids de 2500 kg a été saisi par les autorités. Conformément aux procédures en vigueur, cette quantité de quat a été détruite en présence du chef de la brigade des douanes de Djikil. Opération qui illustre la mobilisation continue des services compétents dans la lutte contre les réseaux de contrebande. Nous, régional à présent, nous partons donc pour la situation sanitaire en République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo constitue à mettre à rude épreuve les équipes médicales en première ligne face à la propagation du virus. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 75 professionnels de santé ont été infectés par Ebola, dont 17 sont décédés depuis le début de l'épidémie. Selon l'agence onusienne, une grande partie de ces contaminations est intervenue avant l'identification officielle de la circulation du virus, exposant ainsi les soignants à des risques importants. Face à l'évolution de la situation de l'OMS, appelant ainsi à renforcer des mesures de surveillance, à améliorer la protection des personnels médicaux et l'intensification des actions de sensibilisation auprès de la population. L'organisation souligne également la mobilisation rapide des moyens sanitaires demeurant essentiels à limiter la propagation des virus et protéger les communautés touchées. Nous parlerons à cette fois-ci de la Coupe du Monde des États-Unis et le Paraguay décrochent leur victoire. La phase des groupes de la Coupe du Monde se poursuit dans une compétition de plus en plus disputée, marquée par des nouveaux résultats importants. Les États-Unis ont réalisé une bonne opération en s'imposant face à l'Australie 2-0. Une victoire qui permet à la sélection américaine de renforcer sa position dans son groupe. C'est une rencontre. Le Paraguay a décroché 3 points précieux face à la Turquie grâce à une victoire solide, à une solide défensive. Le Pakistan s'active pour relancer les négociations américano-iraniennes, tandis que
Mohsin Narvi se rend à Téhéran. Alors que les discussions entre les États-Unis et l'Iran restent incertaines, le Pakistan multiplie les initiatives favorisant ainsi une reprise du dialogue entre les deux parties. Le ministre pakistanais de l'Intérieur s'est rendu à Téhéran où il devait rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Selon donc Islamabad, cette visite qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faciliter la reprise des négociations américano-iraniennes. Des sources indiquent que les responsables pakistanais pourraient avoir transmis des messages destinés à rapprocher les positions de deux camps, alors que les pourparlers initialement prévus en Suisse ont été reportés. Parallèlement, des représentants américains et iraniens se préparent à d'éventuelles discussions en Suisse avec la participation de responsables diplomatiques et d'experts techniques, notamment sur les questions liées au programme nucléaire iranien. Ce sera tout. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information. Merci à tous ceux qui l'ont conçu et merci à l'équipe de la régie.